Bien, bienvenue encore une fois. On arrive à la fin de cette matinée où on va parler du futur du travail. Alors c'est vrai qu'on peut reprendre avec toutes les innovations dont on a parlé depuis hier, avec la deep tech, l'intelligence artificielle, le machine learning. Ça pose la question bien évidemment de la place de l'homme, de la place des compétences demain, en reprenant bien sûr cette notion de Schumpeter sur la destruction créatrice, à savoir des pans de l'économie qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, des métiers qui disparaissent, de nouveaux qui apparaissent. Ça sera l'occasion d'en discuter avec des experts qui sont avec nous aujourd'hui, avec la présentation également d'un rapport sur le futur du travail qu'on va discuter avec Khaled Meshed qui est ici devant moi. Avant qu'on commence à discuter, on aura une intervention qui nous fera un petit rappel par rapport à l'innovation inversée dont on a parlé hier et qui est justement aussi génératrice de ces nouveaux métiers de demain. Mais avant cela, puisque nous parlons du futur du travail, il est important de parler de formation, bien évidemment, et une convention va être signée tout de suite, à l'instant, entre l'APEBI et la coopération allemande GIZ, qui porte sur la mise en place d'une formation duale dans le milieu du travail. Je vais vous demander d'accueillir Salwa Brziz pour le compte de l'APEBI, présidente de l'APEBI, que je vous demande d'applaudir, et monsieur Roland Gross, coordinateur du cluster développement économique durable. Alors, je vais vous laisser vous asseoir. Je vous en prie. Alors, Selwa, avant que vous signiez la convention, quelques mots sur cette convention. Alors, j'ai dit qu'elle portait sur la formation duale en entreprise, mais concrètement, comment va se concrétiser cette collaboration? Oui, effectivement, je voudrais d'abord remercier Mohsin Ben Achir, notre vice-président chargé de ce volet, qui lui, il a porté cette convention. Et d'ailleurs, il vient de rentrer de l'Allemagne, où il a subi un petit stage assez dur, mais pour voir comment ça se passe. Et je pense que c'est un exemple qui nous inspire, l'Allemagne, qui ont réussi dans ce domaine de la formation, et surtout de la formation continue, la formation en entreprise, vu la rareté des ressources et dont tout le monde se plaint. Au lieu de se plaindre, nous, l'APEBI, on avance, on fait des actions concrètes. On a lancé le CQP et maintenant on signe avec la GIZ, qu'on remercie beaucoup pour leur confiance. Et il y aura d'autres, Inch'Allah, d'autres actions pour toujours renforcer les compétences en digital au niveau de nos entreprises marocaines. Roland, quelques mots sur cette convention. Merci beaucoup. Bonjour à tous, à toutes. Je suis Roland Gross de la coopération allemande. Je suis très ravi d'être ici parmi vous. Cher président de l'APEBI, chers membres du bureau et du conseil d'administration, chers représentants des institutions marocaines, chers invités d'honneur, chers participants. Avec un fort potentiel de création d'emplois et d'une situation où la demande d'employés est souvent supérieure à l'offre, le secteur des technologies de l'information a été identifié par une étude menée pour la GIZ comme un des secteurs pour réaliser des projets pilotes de formation initiale, professionnelle au milieu du travail. L'approche FPM2 prévoit que la formation se déroule à la fois en école et en entreprise et que le secteur privé est impliqué à tout moment pour éviter un décalage entre offre de formation et demande par les entreprises. En même temps, la digitalisation touche à la totalité des branches économiques et pour pouvoir réussir sur le marché du travail, il faut avoir des connaissances du digital et des technologies de l'information. Dans ce cadre, la GIZ veut appuyer les jeunes filles au milieu rural et périurbain à acquérir ces compétences. Avec APEBI, la GIZ a trouvé un partenaire fort qui connaît le secteur IT et les entreprises qui se réjouissent de pouvoir formaliser la coopération avec la présente convention. Elle va permettre à réaliser ces projets, à augmenter le niveau de compétences digitales de la société marocaine et, troisièmement, à faciliter aux entreprises marocaines la satisfaction de leurs besoins en capital humain et contribuer
avec cela à leur compétitivité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Roland. Alors, je vais vous laisser signer la convention. Je vous prends le micro, allez-y. Vous paraphez. Après, je vous accompagne à la Mokata pour légaliser, si vous voulez. Mais normalement, dans le futur, on n'aura pas besoin de le faire avec la signature électronique, on espère en tout cas. Alors, échangez-vous les conventions. Et voilà, c'est signé. Cette convention entre la PEBI et la coopération allemande GIZ. Voilà, et la formation est importante, on en a parlé énormément depuis hier. Merci beaucoup Salwa. Vous pouvez encore une fois les applaudir, cette signature. Merci beaucoup. Alors, comme je vous l'ai annoncé, avant que nous commencions à parler du futur du travail, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons un intervenant qui a fait une longue route pour venir jusqu'à chez nous, qui nous est venu d'Inde. Je vais vous demander d'accueillir Monsieur Nurul Amin, Director Business Strategy à Stock Holding Corporation of India. Il va nous exposer l'expérience indienne en termes d'innovation inversée pendant 15 minutes. Alors, before you start, please, Nurul, n'oubliez pas d'utiliser l'application parce que c'est vrai qu'encore une fois, vous l'avez utilisée pour poser des questions pendant cette séquence sur le futur du travail. Please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, His Excellencies, distinguished guests, business friends and business delegation here who have come from other countries, and local businesses. Myself, Nurul Amin, I come from India. I head business strategy in Stock Holding Corporation of India, a Government of India organization which is promoted by Ministry of Finance. We have several products, and you can name this company as one of the company which is being developed on the basis of reverse innovation. We have product like e-stamping, which is developed in India for the purpose of our citizens, which was a successful technology innovation in India, which is highly secured like US dollar, and we do a couple of billion-dollar business in this product alone. It is a Government of India wherein we support and we develop this product. In 22 states we have, in India, we have got e-stamping. Besides that, we have got a lot of other products, which I will definitely give some examples while giving my speech. I am here to talk on reverse innovation. I don't know, I'm sure many of us are aware of this, but still, I don't know how many youngsters are aware of this reverse innovation. Reverse innovation is nothing but the developed countries who develop their products and innovate the products and then export those products to underdeveloped countries. But when it comes to reverse innovations, the underdeveloped countries develop products, produce products for their local demand, supply to their local citizens, then export to developed world. So in the process, the best method what we do in the process of developing this reverse innovation, the concept is first identify the demand, identify the need, the affordability, then produce the product. Whereas, when the developed countries develop the products, they develop the product first, they do the R&D. Once the product is developed, then they work out on the pricing. This is a major difference between innovation of Western countries and when we do re-innovation in underdeveloped countries. So I will go back to the history of what Africa hold with India.
I start with this statement: we cannibalize ourselves, then have someone else cannibalizing us. Let's cannibalize ourselves before someone else cannibalizes us. So I go back to the 18th century. There is a history, which is a true story about our father, Mahatma Gandhi. Let me recall a 18th century true story, one of its reverse innovation of the world. First reverse innovation of the world, you can consider as one of the first reverse innovation. We all know Mahatma Gandhi, the father of my great nation, India. The Boulevard Gandhi, the road which we have in Morocco, is named after him. Thanks to Morocco people for giving such a wonderful tribute to him. Mahatma Gandhi lived in Africa for more than 2 decades before leading the Indian freedom movement. He was working as an attorney and fought against injustice and class division. He launched a unique method of protest by name Satyagraha. The basic difference between this protest and other types of protests during those days, it doesn't involve any kind of violence. Indeed, even those days, in many parts of the world, they were facing such situations, but everybody is busy buying arms and weapons from developed countries to fight against injustice and for seeking freedom. Mahatma Gandhi used this golden weapon, Satyagraha, against Black Act here in Africa. Thereafter, he left to India and he used all his experience and learning of Africa to fight against British in India. Once again, he launched his favorite weapon, Satyagraha, in India. He won a very long-fought battle against advanced weapons and armed forces. Satyagraha is the idea launched originally in Africa. For its people, Mahatma Gandhi once quoted that he was born in India but made in Africa. We believe if Gandhiji wouldn't have come to Africa, we wouldn't have had freedom. No wonder only a place like Africa can create a legend like Mahatma Gandhiji. Even today, we use this non-violent way of protest in many parts of the world, including Western countries. Thanks to Africa for giving this brilliant idea to the world. It proves if Africa collaborates with India, we together, we can do miracles. So this incident is very much true story. The reverse innovation, what Mahatma Gandhi has done, is against those effective weapons, the bombs, the rockets. He developed a strategy and the idea of peace, to protest and fight for freedom. So from there onwards, we have got a very strong bond with African nations. And today, in our priority list of countries of friendship, Africa is one of the most preferred country to invest. Indeed, our government of India has already declared $8.5 billion to invest in African continent, out of which $2 billion have been invested already in Western and Southern Africa. North Africa and Eastern Africa has been left out. So I'm personally working towards making these investments and opportunities to find value between both countries. I work with both embassies, and closely I'm interacting with some of the ministries here in Morocco as well as in India to find ways to invest in Morocco and use those funds which are allocated for Africa. So coming back to the reverse innovation subject, once again, I would like to give few examples what India has done to the world. The pharmaceutical industry, which is very well known, the medicines which are originally innovated in Western world, especially in US, we back home in India manufacture the generic medicines. And we manufacture for our people. Once these generic medicines are produced, we supply to the local market, then we supply to the world market. Today, this market has gone to around $40 billion. So we supply medicines to our world, as well as we supply to the upcoming world like Africa and other continents. So if you see, there are so many things which we are doing it across, especially the human capital. We were in 1960s and 70s, we were supplying laborers to the world. We had a lot of people, we did not have jobs in India. People were traveling to other countries to get jobs, and they were laborers in 1960s and 70s.
Today in 2019, I can proudly say we supply CEOs to the world. And there are a lot of CEOs in the Western countries, especially in the tech companies. You find start from Google, Microsoft, or any other big name. You find Indian company or Indian CEO is heading these corporates. So one of my Indian CEO of Microsoft earns in a year around $50 million. That's his remuneration. This is the kind of human capital we have developed in India. Today, the world is taking the advantage of our human capital. So I sincerely look after the countries like Morocco to see that how we can extract this talent, the skill, and make India and Morocco as a collaborative on human capital as well. So we have developed many other products, which includes yoga. You may be knowing we have a yoga, which is a world famous fitness program. Now it is digital yoga. I don't know how many of you are aware, this yoga has become such a big business. Originally, it is a ancient times rishis used to practice as a spiritual discipline. It's a spiritual discipline. Today, world practices in digital. UN has already announced in their assembly 21st June as the International Yoga Day. And our yoga, which is now gone to technical, thanks to the technology, today it is valued around $80 billion. In US alone, 33 million people practice yoga. So this is the reverse innovation we did. I would like to quote one more example. I was in Delhi 3 days back. I gone to a hotel where I was staying, Eros Hotel, wherein you will be amazed to see that we have got couscous there in the breakfast. The couscous is served in the breakfast. The couscous of Morocco is served in India. So I was so happy to see that, that there is a reverse innovation happened in Morocco, but Morocco people not aware of. It's already done. You guys have already developed something, okay? And it is gone to India on my breakfast menu. I see in Indian 5-star hotel, the couscous served. Of course, it is not as good as yours. Okay? But if you can believe in your couscous, trust me, you are not lesser than McDonald's. Just that you have to make sure you create something big out of this couscous. Okay? So I find there are so many good, great foods. I'm here, I've been coming to Morocco from last few months. I visit quite often. I was a big fan of McDonald's and KFC. But after visiting Morocco, I left this. Because I love Moroccan foods more than McDonald's and KFC. So there are several great innovations you guys can do. I have been to OCP. I have checked the kind of university they have made. It's one of the best universities of world. We have got very good infrastructure here. We have got very good brains. The best brains, I can see that like yesterday, I can recall there is a girl who spoke very well. Her name is Jasmine. She's sitting here. I don't know whether she will go to space or not. I'm sure the kind of energy she carries, you will not be amazed if you see there is a new innovation happening here as a superwoman. There is Superman we have heard, but we have not seen superwomen. Maybe Jasmine can be a superwoman also, which can be born in Morocco. So she is so brilliant. She was talking so energetic yesterday. So I have noticed many people like Jasmine here. There are thousands of Jasmine I see in many girls and many youngsters whom I met. Unfortunately, maybe you have not got that opportunity. That's why you are struggling. But I'm sure there will be a day. The days are not very far. You have to collaborate with right countries, right friends, to ensure that you earn the skills and learn the skills from them, and make sure that you also create these reverse innovations in regular. I reiterate once again, my country is very much closely working with Morocco. We are a friendly nation. We are 1.3 billion people country. Very, very, very equivalent to the African continent. Africa is having around 1.2 billion. We are having around 1.3 billion. We are more diversified than Africa. Indeed, you will be happy to know we have got
330 million gods. How many? 330 million. So we have 30 million people in Morocco, right? So imagine a country which has got 330 million gods, what kind of diversification they may be having. We are having 22 officially recognized languages. 22 languages. It's very easy to compare this large country with other economies, but nobody can compare the diversification what we have, the kind of diverse culture we developed. So we have languages which has got 720 types of accent, the mix of accents. Every state, we have a diversified style of culture, food, race. In this room, you find all the kind of colors of people or race we have here, you find in India. Not a single race will be left there. So you have the complete Africa, you can see in one state there in India. With all this diversification, still we are developing ourselves and competing with the developed world. So somebody asked me last time, you say that you have great CEOs in US, they are working for top tech companies. In India also struggling still, it is known as a developing country. Why you have not developed still? I have told, it's easy for me to build your country than my country. I can build easy because you are not so diverse like my country. I'm more diverse than you. It's very, very difficult to implement any process there. And we got freedom. I know we have taken freedom for rights as well. As many they take, we also taken freedom for rights. Anyways, coming back to the kind of renovation we are doing regular events. In every second day, we find we are doing innovations in India. But unfortunately, they are not recorded. We have a scale of flight operation. If you see, every 4 to 5 flights are flying in every minute. 5 flights flies in every minute. It takes off. And in today, every hour, it's around 250 to 300 flights takes off from India. And 600 flights, each day around 6,000 flights takes off. And imagine when the 6,000 flights are taking off, there should be a lot of cancellation, right? I'm sure. I was in US a few days back. I find my flight got cancelled. It took 2 days to connect the next flight. In India, you will not find this situation. No matter how often we cancel the flights or delayed the flights, within next 2 or 3 hours, you will get a next flight. The reason behind is the people of India have started innovating every time there is a situation comes into. So every single situation we face, we try to innovate something different. And we are definitely not process-oriented. This is the big problem we have. We are not 100% process-oriented. That is also our strength. We are definitely working on strategy, which are different from the processes, which are different from the systems, which are different from the plans which we do. Because none of us can interpret what exactly going to happen, maybe in the next few minutes. So it's all about we have to act on the situation. And we have acted very well during such situations, especially the crisis management is our strength. We manage crises on a regular basis. So further, I would like to quote one more example, which in Morocco is really doing good. So they have a star. Maybe I'm sure you guys are aware of. There is a guy called Abdel Fattah Guinea. He is a Moroccan singer. He sings for Shah Rukh Khan. And this guy renovated the Indian Hindi songs in Arabic. Today he is so famous in Arabic world, nobody knows the original singer. They knows Abdel Fattah Guinea. So this is your innovation again. So you have been innovating, but it is not noticed. I'm trying to explain that how many renovations you are doing at home. So we also have got some examples. In India, there is another product which we have renovated. This is baby warmers. Baby warmers is meant for the baby born, new baby born. No wonder India gives every 2 seconds a baby to the world. How many? 2 seconds a baby is born in the world, in India. So you take 9 months,
we take 2 seconds. Okay? So in every 2 seconds, we have a baby born. So for these babies, we need a baby warmer. So GE was very closely working in India for baby warmers. They used to supply and they produce baby warmers and supply to India. There was a time when we realized the demand was very high and we cannot afford the price what GE is giving to this product. So what India has done, we collaborated with GE. We had a company in India. Now currently is doing extremely good in technology. This company collaborated with GE, and we created a very unique equipment, which is named as a Indian-made, baby warmer. It is supplied to the Indian people, Indian mothers, and for the purpose of the baby. Now it is exported to the world. Baby warmer is very, very, very unique. There is a baby born. You need at least a heat of 100 watts. You need to give that heat. In India, we have a lot of villages outside wherein we don't have electricity. We struggle for electricity. So now recently we have gone to 100% connectivity of electricity, but before that we did not have enough electricity. So people cannot have this 100 watts bulb. The second option they had is sunshine, and sunshine again is a challenging task. We could not find ways to get the baby requirement, what is the kind of heat she requires. We could not able to find that way. So we collaborated with GE, and we started the R&D center in Bangalore. It's my city. We developed the instrument. Today we supply to the world, and this is costing only $1,000. Sorry, $100. It cost only $100 now, whereas before it was around $1,000. So these baby warmers are developed in India for the purpose of India. Now it is exported to the world. So in Morocco... Mr. Ramin, please, if you could come to a conclusion, because it's nearly couscous time. It's Friday. Okay. Sorry. In Morocco, we have several such requirements. One has to understand the need before getting into reverse innovation. Yesterday I have heard that people were talking about several things, which includes the startups, the ecosystems. They were talking about the opportunities, the technology, but they have missed something, which is the need. The reverse innovation can only happen if the need exists. So we all have to walk along to find what is the need of the nation now, what is the need of the Africa continent. Only on that basis, if you create reverse innovation, then it can be win-win for all of us. Finally, I will close with my one last comment. We have been known as tech leaders for last 2-3 decades. Of course, you know that KPO and BPO, we are masters. Someone asked me, how many software companies you have? I've told that how many homes you cook harira here, we have so many software companies there. So you cook harira, it's equivalent to software we develop. We have a lot of software companies across. So we can be one of the best techie partners for Morocco, and we can engage with our human capital. We can engage with our skills, our learnings and experience, and the curves which have gone through ups and downs as an underdeveloped country, which is very, very helpful to you as well. So you can look up to us and take us along as a partners to grow with and make your economy as one of the best in Africa. And I'm sure Africa is going to do a lot, and Morocco will be the heart of Africa. Thank you so much. Thank you so much. We're hungry now. Thank you very much. Thank you, monsieur. So, on va maintenant passer à la problématique du futur du travail, et on va justement avoir quelques indicateurs sur une étude menée par le Forum économique mondial. Juste en extraire quelques chiffres, parce que c'est vrai que d'ici 2025, il semblerait, il est prévu que près de la moitié des tâches qui sont effectuées sur les lieux de travail seront effectuées par des machines. Alors ça peut poser de vraies questions, mais en même temps, on évalue également le nombre de créations d'emplois à plus d'une centaine de millions, et dans ces centaines de millions, il y en aurait près de 70 millions qui soient des emplois déplacés. Donc ce qui montre qu'aujourd'hui, la vraie problématique est de savoir comment on se substitue, quelle est la dynamique, et je vais vous demander d'accueillir mon ami Khalid Meshet de KNW Tech,
qui va nous donner quelques indicateurs justement sur cette étude. Je vous demande de l'applaudir. Alors Khalid, je t'en prie. Alors, c'est vrai que j'ai extrait ce chiffre-là qui est assez parlant, mais pour aller plus en détail, c'est un micro. Non. Je veux dire, en 2019, ça c'est de la low-tech. Hein. Ah oui, ça marche. Bon. Très bien. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et je vais commencer juste par m'introduire. Donc, entrepreneur en technologie et acteur international en matière d'innovation et incluant le futur du travail. Et le rapport dont tu as parlé, en fait, Faisal, c'est un rapport aujourd'hui qui a été... Alors, juste avant que tu continues, sur ton profil, c'est aussi intéressant de dire de quelle manière aussi tu es un globe-trotteur, tu vas à travers le monde. Non, mais c'est important, tu essaies de te battre, tu crées des événements aussi au Maroc que tu ramènes pour essayer de mettre en évidence les startups. Ce sont des choses qui sont compliquées à mettre en place, hein, qui sont moins compliquées qu'avant, mais quand même, il faut se battre. Moi, je vous demande de l'applaudir parce que ça aussi, je vous inviterai à aller voir son profil et ce qu'il fait parce que ce sont des modèles inspirants. Voilà. T'es très aimable, Faisal. En fait, je voulais juste parler en fait du rapport tout simplement parce que c'est un rapport qui est différent des rapports qui ont été faits par le Forum économique mondial, par la Banque mondiale, par la BCG, j'en passe, parce que ce rapport-là, il est complètement concentré sur les 21 à 29 ans. Donc, on a plus de 60% en fait, des participants à l'intérieur de l'étude, qui a presque 3000 en fait, personnes participantes de travers le monde, avec un focus sur les zones émergentes comme l'Afrique et comme l'Amérique latine. Et 60% de ces personnes-là sont de 21 à 29 ans. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent que le futur du travail les amène? C'est en fait la raison par laquelle on a entrepris en fait, cette aventure-là. Alors, est-ce que tu peux nous donner des indicateurs clairs? Tu veux le faire en anglais, tu veux le faire en français, tu fais comme tu veux. Très bien. On a commencé en français. Les gens ont déjà pour ceux qui ne parlent pas français, ils ont déjà leurs écouteurs. Donc, je ferai la traduction en instantané alors. Donc en fait, comme j'ai dit, donc avec 60% de personnes de 21 à 29 ans, donc en fait, le type de question qu'on pose est assez facile, donc de comprendre en fait quels sont les profils qu'on a déjà à l'intérieur de cette étude, mais aussi quels sont ceux qui se voient les plus préparés pour le futur du travail, par exemple. Donc aujourd'hui, j'imagine que ça ne vient pas comme surprise. Donc les personnes qui se voient les plus prêtes aujourd'hui pour le futur du travail sont en premier plan les entrepreneurs, en deuxième plan les freelances et en troisième plan les personnes employées. Que ce soit en matière d'éducation ou que ce soit en matière en fait, de travail. Malheureusement, donc, on a toujours en fait, cette disparité en matière d'entrepreneuriat et en auto-entrepreneuriat entre les hommes et les femmes. Même sur le survey, donc, on est à 65% d'hommes qui sont donc, dans le milieu de l'entrepreneuriat contre une trentaine pour les femmes. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à m'interrompre. Donc, le deuxième point, c'est pour les transitions de carrière. Donc aujourd'hui, quand on demande aux gens où est-ce que vous vous voyez dans les 5 ans, dans les 10 ans, donc il faudrait qu'on comprenne quelles sont les tendances en fait, qu'ils ont par rapport à leurs appréhensions par rapport au futur, en fait, pour savoir est-ce qu'ils vont changer de carrière, est-ce qu'ils vont rester sur la même. Et donc, juste pour vous donner en fait la compréhension qu'un entrepreneur ou un freelancer, c'est pas un métier, c'est une décision de sélectionner ou de choisir ce qu'on veut faire, comparé donc à un travail en milieu entreprise. Et donc, les entrepreneurs à 71%, on dit qu'ils vont rester en fait dans le même cadre de travail, et les 29%, ils pensent qu'ils vont changer.
comparé à les full-time employees, donc 47% pensent qu'ils vont changer de carrière dans les 5 à 10 prochaines années. Et donc, on voit bien que, en fait, les appréhensions sont au fait que la grande entreprise ou le secteur public ne bouge pas assez rapidement pour que ces personnes-là puissent, en fait, suivre leur développement de carrière dans un même environnement. Alors que pour les entrepreneurs, ce n'est pas le même cas. Je passe donc à... En fait, j'ai sélectionné quelques chiffres. Mes data analystes viennent de livrer ça hier. C'est un premier draft et je voulais en fait le partager avec vous donc en prime time, comme on dit. Donc en fait, le troisième point, c'est que pour transférer ou pour se transplanter dans les milieux de la technologie et de l'industrie 4.0, etc. Donc en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la majorité des personnes répondant à notre étude et qui disent qu'ils vont changer vers les industries 4.0 viennent du monde du STEM. Ça veut dire des sciences et des technologies, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même pour le développement en fait, des capacités de personnes pour les transformer, comme le programme aujourd'hui que la PEBI en fait, essaie de faire avec la GIZ, donc les plus enclins à réussir en fait, à faire la transition, c'est les personnes qui ont déjà un background scientifique. Donc aujourd'hui, il faudrait justement qu'on essaie en fait de travailler sur l'augmentation de la base qui travaille donc dans le milieu du STEM pour que justement une partie puisse en transitionner dans le digital, dans les nouvelles technologies. Et ça, j'imagine qu'il y a des disparités régionales qui sont énormes. Oui, énormément. Bon, je peux aller par exemple dans quelques chiffres par rapport à la disparité régionale. Donc aujourd'hui, en fait, on remarque que dans les pays émergents, l'Amérique latine et l'Afrique, donc on a plus de femmes qui restent dans le milieu éducatif, que ce soit scientifique, ingénieur, etc., comparé en fait aux US et en Europe. Par contre, quand on transitionne vers l'entrepreneuriat, donc les femmes sont plus enclins à aller dans des PhD, ou de switcher vers des éléments managériaux comparés donc, à la continuation dans des éléments d'ingénierie et de technologie. Donc ça, c'est justement une grande disparité parce qu'aujourd'hui, quand on va dans les écoles d'ingénieurs au Maroc, donc on a une grande majorité de femmes en fait, qui sont dans ces écoles-là, comparé en fait, au milieu professionnel dans la partie développement et technologie opérationnelle. D'ailleurs, il y a des associations comme Estem qui ont mis le point là-dessus et qui essaient de lutter contre le décrochage scientifique, des filières scientifiques des femmes. Parce qu'on voit qu'au fur et à mesure, il y en a beaucoup dans les filières scientifiques, mais quand il s'agit de switcher sur le marché du travail... Exact. Et c'est malheureusement une question de perception. C'est une question de mindset qu'il faut changer aujourd'hui, surtout dans les milieux en fait, en voie de développement. Je dirais, donc, le prochain point, c'est qu'est-ce qui vient avec tout ça, avec la technologie, avec l'STEM, etc. Quels sont les éléments ou les skills qu'aujourd'hui, la plupart en fait, des personnes dans l'étude voient nécessaires en plus de ces éléments-là. Alors, c'est le critical thinking et problem solving et soft skills. Aujourd'hui, en plus des technologies digitales, c'est ces trois éléments-là qui sont les plus votés aujourd'hui comme étant donc, des éléments nécessaires en fait, au développement de carrière et à la réussite, en fait, que ce soit du côté entrepreneurial ou du côté salarial. En fait, là, il y a une petite surprise pour moi parce que 74% des participants pensent que en fait, ces compétences-là doivent être incluses dans le système éducatif. Oui. Ce qui me surprenait, c'est la prochaine. 63 s'attendent à ce que les compagnies ou les entreprises donnent ce genre de formation comme étant un prérequis à l'entrée dans le domaine. Ça m'a surpris, surtout dans la tranche 21 à 29 ans. Donc ça m'a surpris dans le sens où donc, leurs attentes des entreprises aujourd'hui ne sont pas... ce que tu es en train de me dire, c'est qu'ils attendent de l'entreprise de les former, exactement. Former sur ce genre
de prérequis, alors que ce Oui, sont des prérequis. exact, Quoi. exact. Ouais, mais ça, c'est pas le miroir ou finalement l'effet naturel des défaillances des systèmes éducatifs dans les pays qui sont concernés. Exact, en fait, c'est un petit peu le parallélisme aujourd'hui. On dit que 75% veulent que ça soit dans le système éducatif, mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ah bien, si je ne l'ai pas donc, dans l'éducation, bah, il faudrait que l'entreprise couvre. Exact. Ouais. En fait, c'est le loop qui n'est pas vraiment très vertigineux. Donc là, je dirais, le dernier point que je ferai, c'est sur le remote work. Ça veut dire donc le travail à distance. En fait, aujourd'hui, plus de la moitié des participants pense que dans 5 ans, donc la majorité en fait, des travaux vont se faire soit en remote, soit en flexible, soit en horaire flexible. Donc les industries, enfin les nouvelles industries et les nouveaux travaux vont remplacer entièrement donc aujourd'hui la tranche ou les types de jobs qui existent aujourd'hui, et on est à 50% d'avis là-dessus. Donc plus d'entrepreneuriat et plus d'auto-entrepreneuriat à 44%. Et donc, bien sûr, ce que vous avez dit au départ, donc à 42%, on se dit qu'avec les technologies qui arrivent, on n'aura pas besoin en fait, de main-d'œuvre. Alors, merci pour ces principaux indicateurs. Maintenant, juste pour qu'on conclue là-dessus, je vais quand même te demander ton avis, parce que ça, ce sont des chiffres qui sont objectifs. Puis, bon, c'est aussi quelque chose qui est quand même assez intéressant, puisqu'on nous... peut-être aller à contre-courant, mais on veut encourager l'auto-entrepreneuriat, la flexibilité. On voit bien les chiffres que ça donne. Mais demain, les entreprises, si tout le monde est entrepreneur, il ne va plus rester personne pour bosser à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas remettre en question aussi le mode de management, la manière avec laquelle, à l'intérieur des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, ont la capacité de retenir les talents, de les faire grandir. Moi, j'ai un chiffre que j'ai vu il y a à peine 2 jours. J'ai eu l'occasion d'animer aussi un forum d'un grand éditeur, et notamment, et je pense qu'on aura un de ses représentants tout à l'heure, notamment dans des suites de gestion de ressources humaines à l'intérieur des entreprises. On voit des chiffres assez étonnants, c'est qu'on est passé d'une moyenne de 14 ans dans une entreprise à 4 ans. Donc on voit le turnover qu'il peut y avoir dans les entreprises. Mais est-ce que ça, finalement, on n'est pas en train d'alimenter une espèce de cercle dont on ne sortira pas? En fait, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que même en fait, la durée de carrière, d'ailleurs, c'est un chiffre que j'ai raté dans le rapport qui dit qu'aujourd'hui, plus de 70% en fait, des personnes qui ont répondu donc à l'étude se disent que la période de transition pour transiter d'une carrière, c'est de 2 à 5 ans. Enfin, bien sûr, ça change, mais je pense que le modèle d'entreprise aujourd'hui doit évoluer en fait avec cet élément où je dirais les collaborateurs aujourd'hui veulent avoir donc plus de contrôle et plus je dirais de but dans leurs tâches. Donc aujourd'hui, je dirais un employé ne va plus vouloir faire la même tâche à répéter pendant toute la journée ou pendant 1 an, sinon il va te quitter donc, tout de suite. Et donc aujourd'hui, ce que je remarque, surtout avec nos clients à l'international, surtout les grosses entreprises, c'est qu'aujourd'hui, quand ils remarquent en fait des talents qui sont dans le sens intrapreneurial, je dirais plutôt, qui ont en fait le drive et qu'on voit que soit on lui donne du laisse pour qu'il puisse développer des choses intéressantes, soit il va quitter, il va partir faire sa propre boîte qui va peut-être être concurrente en fait à notre modèle. Donc ce qu'ils vont lui donner, c'est la capacité en fait de créer une petite équipe en interne qui soit agile, qui soit comme une sorte de spin-off et qui va permettre en fait de développer des choses beaucoup plus rapidement que l'entreprise elle-même avec son architecture et avec son hiérarchie. Et en même temps, ça donne en fait ça calme en fait les ardeurs des gens qui ont la partie d'initiative et qui les gardent à l'intérieur. Aujourd'hui, on voit toutes les trends de corporate accelerator où tu trouves que
des personnes à l'intérieur de l'entreprise vont se dire « Ah non, moi je vais quitter », on te dit « Pourquoi tu veux quitter ?»« Ah, je veux créer ma propre entreprise. » Bah, viens, on va créer ici, on va te cofinancer, et ça va garder en fait l'innovation à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que ça, c'est un premier modèle. Le deuxième modèle, c'est le modèle de « c'est plus l'entreprise qui est tout le monde en CDI », si l'entreprise qui va ou investir, ou acquérir, ou collaborer, partenarier avec d'autres petites entreprises qui vont chacune servir une tâche très spécifique, une technologie très spécifique ou un produit très spécifique. Et ça va permettre justement de, oui, on va construire une sorte de grande structure, mais cette grande structure, in fine, en fait, c'est une structure qui va manager et un panel de structures, petites structures et moyennes structures, qui vont permettre en fait d'agiliser un petit peu la Alors, je te chose. pose une question qui est arrivée sur l'application. Alors, on dit souvent, c'est quoi les soft skills, mais c'est quoi les soft skills de demain? Parce qu'on parle tout le temps de soft skills, c'est aussi devenu générique, on veut que tout le monde sache parler, sache s'exprimer, etc., qui sont des prérequis qu'on apprend à l'école, c'est l'environnement qui vous le donne, mais les soft skills de demain, est-ce qu'elles vont évoluer avec justement l'intelligence artificielle, avec la digitalisation, avec tout ce que tu viens de nous dire? Est-ce qu'il y aura des soft skills demain qui ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui? En fait, je pense qu'une partie en fait, des soft skills qui ne va jamais changer, qui est inhérente au rapport humain, que ce soit la communication, les négociations, la gestion de stress, etc., etc. Mais il y en aura qui seront en relation en fait, avec justement ces technologies qui se développent aujourd'hui. Si je voyais le rapport, comment je dois interpréter les corrélations en fait, entre les données? C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport en fait, à la réalisation de la partie data analytics, on a des outils mais comment moi je peux les interpréter de façon à ce qu'ils puissent me servir pour résoudre des problèmes. En fait, quand on dit problem solving, en fait, la problématique de problem solving doit évoluer de façon beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le flux d'informations qu'on a, qu'on puisse rattacher ensemble, qu'on puisse congréger et qu'on puisse en créer en fait je dirais pas des résultats, mais des propositions de solutions, c'est beaucoup plus important que ce qu'on avait avant. Les présomptions qu'on avait avant, même pour les chercheurs. Vous savez combien aujourd'hui un chercheur doit lire de livres, de papiers, de recherches pour pouvoir compiler toutes ces informations-là pour sortir avec quelque chose de nouveau? C'est énorme comparé à ce qu'il y avait auparavant. Et donc, en fait, c'est cette capacité à acquiescer autant d'informations, qu'ils soient agrégés ou pas, et de pouvoir en créer en fait, des solutions par rapport à des problématiques. Je pense que ça serait la partie la plus importante qui va changer en fait, par rapport à la technologie. Merci beaucoup Khalid, vous pouvez applaudir Khalid Mouchet. C'est gentil. Et ça va nous permettre de continuer à discuter sur le sujet du futur du travail. Alors, ça va être sous forme de discussion et de table ronde, et je vais vous demander d'accueillir Shama Ullah, who is Portfolio Manager at RBC Capital. Je vais vous demander de l'applaudir. Raouti Sheher, président du directoire de Eura Technologies. Shams Dien, PDG de Talents to Africa. Ah non, venez là. Come here, please. Oui, parce qu'après c'est compliqué. Comment ça va? Alors asseyez-vous. Alors, on n'a pas fait exprès, mais finalement, quand je vous regarde, je me dis qu'on va garder à cette taille-là. Impossible. Ok. Donc, je vais vous laisser vous présenter parce que c'est vrai que c'est intéressant. Je vais commencer par Raouti. Eura Technologies, c'est un des principaux incubateurs en Europe. Je crois que c'est le premier en France. Et quand est-ce qu'a commencé l'aventure et qu'est-ce que vous faites exactement à Eura Technologies? Donc, bonjour à tous. J'avais juste un petit truc à dire, si tu me permets, Faisal. Oui. Sur l'intervention de Amin, notre ami indien. Il parlait d'innovation et il parlait d'une innovation qui m'est très chère, qui est celle du couscous. Oui. Donc, il dit innovation, dit propriété intellectuelle. Et en tant qu'Algérien, j'aimerais bien qu'on remonte dans l'antériorité pour voir qui a le brevet de ce truc. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit une innovation uniquement marocaine, mais j'aimerais bien qu'on vérifie ça. On va se mettre au centre et on va se battre, si tu veux. Non, plus sérieusement, donc Eura Technologies, c'est un projet qui est né il y a à peu près une quinzaine d'années dans une région qui est dans le nord de la France, à Lille, et qui est une région où il y a eu des industrialisations successives.
où les gens ont perdu leur travail et où Internet est arrivé dans les années 90 et où les gens localement se sont dit on va prendre Internet et on va recréer de l'économie depuis Internet. Et l'idée, c'était simplement de essayer de couvrir les emplois qui ont été perdus par de nouveaux emplois en préparant la population grâce à ça. Et donc on a monté un des premiers incubateurs français qui s'est monté en 2009, qui a commencé avec rien, donc un ancien bâtiment, une friche textile qui était désaffectée, dans lequel il y avait 4000 personnes qui travaillaient à l'époque, qui ont été bien sûr à qui on a demandé de partir, qui est resté 20 ans à l'abandon. Et donc moi j'ai pris ce projet dans les années 2000, en début des années 2000 avec l'avènement d'Internet. Et aujourd'hui c'est un des plus gros incubateurs français, il y a 300 startups là-bas, il y a 6000 ou 7000 personnes qui y travaillent. Et chaque année il y a plus de 120 ou 130 projets qui arrivent chaque année. Et il y a à peu près chaque année 60 000 visiteurs qui viennent de 45 pays. C'est aujourd'hui un des plus gros incubateurs en France et en Europe. Et il est axé essentiellement sur les gens en fait. Ok, Shama. Thank you for being here. You're from RBC Capital. This is an investment bank. Yeah. So maybe we're going to swing between French and English. So maybe we can keep it just to tell you're coming from Beverly Hills. Yes. All right. So you live among movie stars and plastic surgeons. I know right. quite a few of both. Joke, right. but it's true. So can you tell us a few words about RBC Capital? Absolutely. So, you know, before I jump into RBC Capital, I thought I would give you a little bit of information about my own journey, because one thing I've heard over and over again over this conference is about the brain drain, right? So talented resources going away from their home countries. I've also heard a lot about opportunities for women. So my personal story is my family is Bangladeshi, and my dad left Bangladesh before I was born to go to England for his PhD. He got his PhD in environmental engineering. I was born, and then we moved to many different countries so he could do his practice. I lived in Saudi Arabia, I lived in Scotland, I lived in Singapore. So by the time I was 17, I'd lived in 4 different countries. But I knew I always wanted to go to the US, and I was going to go there and work on Wall Street. That was my whole plan. I saw the movie Wall Street when I was young, and I was like, that's what I want to do. So I went to Columbia University. I was like, this is the top school for economics. I'm going to do that. I went to work at Goldman Sachs. It was my dream. And I was miserable, absolutely miserable. I hated it. I loved the work. I hated the people. Hopefully no one from Goldman is here. But what I realized is that I wanted to do work that had meaning, right? So I was in a group called Credit Derivative Swaps. We know what happened there 10 years after I was there. But what I realized, I had thought, I want to work in the US, maybe I'll go back, I'll go to Bangladesh one day, do some work there. But what I realized is there was no opportunity for me, right? As a woman, especially one who was in finance, that the opportunities for me were going to be in the United States. So even then, I thought, I'll stay, I'll get to a certain point, and then I'll go back. But what has happened over that time, you know, I was at Goldman and I decided I can't do this anymore, so I left. I went into actually the film industry for a little while, producing films. That's how I ended up in LA. And then I decided that's too crazy for me, I'm gonna go back to finance. So I went to UBS, and while I was there, I started managing investments for private clients. And then I was like, well, I love managing the investments, I don't like the clients. So I thought I have to find a way of doing what I believe in with my work. And so then I went to Morgan Stanley and I created this group around impact investing. I found a way to bring my passion and my purpose into my work. And the reason I share this story is because what we're talking about is the future of work. So there were a few things that happened, right? I realized that the opportunities for me as a woman were going to be in the United States. And so that's where I had to stay to build my career. I realized that if I wanted to do what I loved, I would have to create the opportunity. So when I was at Morgan Stanley, I said, I'm going to create this group, I'm going to raise the funds to build this impact investing strategy, and that's what I did. And then I eventually sold my practice to RBC, which is where I joined 2 years ago. So you're gonna give us a few information about the impact investment. Absolutely. That's very interesting. Shams, Talents to Africa, c'est une plateforme finalement où justement les compétences sont au centre de cette plateforme. Il faut les mettre en relation d'un point de vue continental et basé sur la recommandation. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Absolument, avec grand plaisir. Salam alaikum tout le monde. Moi, je suis un ancien Kazaoui. J'ai vécu un peu plus de 3 ans au Maroc. À l'époque, je représentais Viadéon. Mais on a à Rabat. Tu connais Rabat, Casa. Je vais souvent à Rabat. Ok, d'accord. J'aime beaucoup Rabat.
simplement pour dire que j'ai une affection particulière pour le Maroc, je suis ravi d'être là. Donc moi, effectivement, Talento Africa, en fait, je l'ai créé avec des associés après l'aventure Viadeo pour moi. Okay. D'accord. Et l'aventure Viadeo, donc pour moi, ça a commencé en 2011 à l'époque, donc en Afrique. Casablanca était notre hub pour l'Afrique, au niveau global. Et de Casablanca, j'ai un peu sillonné le continent, et ce qui m'a permis de comprendre en fait les problématiques liées à l'emploi. Et j'ai compris à l'époque que la manière dont des plateformes comme les grands players, comme à l'époque Viadeo jouait pas mal dans la cour des grands, mais il y avait les LinkedIn qui existent encore, évidemment. Mais la manière dont ils servent le marché africain n'est pas tout à fait adaptée par rapport aux problématiques que l'on rencontre concrètement sur le terrain. D'accord ? En Occident, de manière générale, on a tendance à vouloir se servir soi-même, à utiliser soi-même les plateformes qui nous intéressent et faire soi-même ses recherches de profil, etc. En Afrique, ça ne se fait pas automatiquement comme ça. C'est-à-dire que la confiance compte énormément, d'accord ? Le fait d'avoir une interaction avec des gens compte énormément, d'accord ? Et le fait d'être uniquement dans un modèle occidental, le rapport qu'on a avec des plateformes comme ça, où on utilise soi-même et on se sert, n'est pas tout à fait bienvenu, disons, sur le continent. Donc l'idée de Talento Africa, c'est ça, c'était de se dire comment arriver à aider les entreprises à pouvoir identifier les profils, parce qu'il y a une double frustration. Il y a une frustration du côté des entreprises parce qu'elles ont vraiment du mal à identifier les talents. D'accord ? Et d'un autre côté, les talents sont un peu découragés parce qu'ils ont tendance à postuler énormément et finalement, il y a très peu de réponses, les entreprises sont noyées dans la masse. Donc l'idée, c'était de créer justement ce lien plus facilement à travers notre plateforme qui aujourd'hui nous permet de travailler sur une 50aine d'opérations sur l'Afrique. Donc on est multi-pays, multilingue et on a la capacité de pouvoir aider les entreprises à recruter des profils locaux, régionaux et internationaux. On fait revenir la diaspora, ça c'est important pour nous, et on essaie de lutter, justement, hier le ministre en a parlé, contre la fuite des cerveaux. L'idée c'est de redonner de l'espoir aux jeunes en Afrique en facilitant cette mise en relation avec les entreprises. Alors, c'est vrai que là on parle du futur du travail, mais c'est vrai que ce débat, enfin c'est pas un débat, c'est le sujet du moment, on parle de fuite du cerveau, de fuite des cerveaux. Je préfère sincèrement parler d'hémorragie des cerveaux plutôt que de fuite, parce qu'on a l'impression qu'on donne la responsabilité aux cerveaux qui partent, alors qu'il y a une responsabilité qui est partagée, on en a assez travaillé. Donc cette hémorragie de cerveau, est-ce qu'il ne faut pas la régler, je parle bien sur le plan continental encore une fois, parce que tout à l'heure je parlais de fracture en termes d'utilisation de la technologie. J'ai l'impression que quand on fait ces études aussi, lorsqu'on parle du futur du travail, que des métiers vont être remplacés, que d'autres vont être créés, j'ai toujours l'impression qu'on est en train de parler des économies développées, des économies performantes, et que nous, finalement, on a l'impression qu'on va rester cantonné à nos tâches. Les tâches qui vont être remplacées par les machines, est-ce qu'elles vont vraiment l'être chez nous, sur le continent africain ? Est-ce que franchement, ces analyses-là, on a l'impression encore que nous, on n'a pas réglé les problèmes basiques avant de pouvoir parler de futur du travail tel qu'on l'entend dans les pays du Nord. Sure, I would say it's definitely a problem, right, to lose your top talent. But again, from not only my experience, but experiences that I've observed, right, I think you can't expect the talent to stay if you don't create the pipeline. So one thing, for example, when I lived in Singapore that I was aware of is they had a program where they would pay for your education abroad. The government would pay for your education at a US or European university. And then they would give you a job. You had to, in exchange for your education being paid for, you had to return. So I think there have to be incentives, and I think there has to be a pipeline to bring the talent back. But otherwise, if you're creating your own path to further the education abroad, you're paying for it yourself, and then you have to go and find your opportunity for work, you're going to go where you get the opportunity, right? And if that opportunity is abroad, if it's in America or the United States, you're more likely to stay there, especially once you've started working and you've built your life. Ah aussi, je te vois ouais, dans des... I'm sorry, but I will do it in French, actually. Okay. On vit ce phénomène-là également en France et en Europe. Enfin, je veux dire, c'est pas propre à l'Afrique ou au Maroc. La fuite des talents, c'est ce que j'appelle moi, c'est un gaz inodore.
Donc c'est quelque chose qu'on ne sent pas, les gens s'en vont, ils partent, ils ne vous disent pas qu'ils s'en vont, ils partent. Et puis quand vous commencez à... J'accompagne plus de 300 ou 350 entreprises chaque année dans le secteur des nouvelles technologies avec des verticales et des horizontales dans tous les sens, entre l'intelligence artificielle, la robotique, la blockchain, l'Internet des objets. En fait, vous vous en rendez compte quand vous cherchez du talent pour ces entreprises que vous accompagnez. Elles font une levée de fonds, they're raising money, et pour faire cette levée de fonds, généralement, ça sert à recruter des gens pour faire le milestone suivant. Et quand ils commencent à regarder qui ils ont, mais ils ne trouvent pas. Et en fait, un jour, un gars avec qui je travaille, qui est un Français qui est basé en Silicon Valley, qui est un gros incubateur localement, me dit, mais Raouti, tu sais que le problème que vous avez quand vous voulez aller recruter des gens sur d'autres territoires, ce problème-là, les Américains l'ont quand ils viennent recruter des gens en France. En gros, ils sont tellement sexy que c'est facile de recruter des talents français ou européens pour les faire venir aux États-Unis en leur donnant des salaires à 400, 500 000 euros pour des développeurs, ce qui est par an, c'est juste énorme. Là où en France, on paye à 60, 40, 50, 60 000. Donc le gap, il est tellement énorme qu'à un moment donné, le choix se fait facilement. Et il m'a dit une deuxième chose qui m'a vachement intéressé, c'est que nous, notre problème, c'est qu'on ne fait pas ce travail-là vers d'autres territoires. C'est-à-dire que c'est très rare qu'une boîte française aille en Afrique ou aille dans des pays dits moins développés pour aller recruter du talent local. Ou alors, elle le recrute, mais elle le laisse localement. Elle ne le ramène pas en France, elle ne le ramène pas ou en Europe. Elle le laisse localement. Donc, elle s'en sert localement. Donc, on monte des filiales, du outsourcing dans les pays, mais ces gens-là, on ne les fait jamais venir dans les pays dans lesquels on les recrute. Là où les États-Unis font venir les gens en grande majorité, à part en Inde, où ils ont quand même pas mal de centres. Et le gars me dit, en fait, on est tous le Bulgare de quelqu'un. En gros, quand on est un Français et qu'on va vendre de la technologie aux États-Unis, le gars vous regarde comme si c'était un Sénégalais ou un Africain qui venait lui vendre de la technologie. Mais on fait la même chose. Quand un Africain vient en France pour vendre de la technologie, on regarde de la même manière, et ainsi de suite. Et en fait, on est tous le Bulgare ou l'Africain de quelqu'un. Et ça, c'est un vrai problème quand on regarde le talent aujourd'hui. On a un mal de chien à garder les talents dans les zones localement. On est dans une économie globalisée, mais où l'impact il est majoritairement local. Et je pense que c'est le local, pour moi, qui fera la différence dans l'avenir, parce que la technologie, elle est globale, ça devient une commodité. La seule chose qui ne soit pas une commodité, c'est le talent. Et le talent, pour moi, c'est la plus grande des richesses. Moi, mon travail tous les jours, c'est essayer de regarder où est le talent, comment je le source, comment je l'engage, comment je le fidélise. Et si jamais à un moment donné, il sort de ma chaîne, je regarde comment je peux le récupérer pour le remettre dans ma chaîne d'une manière ou d'une autre. C'est la seule chose sur laquelle j'ai construit mon incubateur, et l'incubateur que je gère depuis une dizaine d'années, c'est la quête du talent et la rétention du talent avec un fort impact local, même si cette économie est par définition globale et qu'elle est menacée par son automatisation. Alors, question même liée à l'Afrique, parce qu'il y a quand même quelque chose, que, si vous demandez aux entreprises, je pense que ça je l'ai vu également dans une étude, c'est que lorsqu'on parle de talent, on veut justement, que ce soit dans les secteurs technologiques ou ailleurs, on veut des gens qui ont une expérience à l'international pour pouvoir les faire revenir. C'est quelque chose qui revient très souvent. Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'hypocrisie où on sait que nous, notre mobilité, elle est restreinte, que ça va laisser ça à des gens qui ont une certaine catégorie sociale. Donc, à un moment, quand on n'aura pas réglé le problème de mobilité physique du sud vers le nord, est-ce que ça, c'est pas aussi quelque chose qu'il faut mettre en évidence avant de parler de quoi que ce soit? Alors, je pense que vous avez complètement raison, la question est très pertinente. Il y a des ambassadeurs et des consuls ici ou pas? Il y a effectivement une sorte d'hypocrisie, mais après, tout va dépendre des domaines. Si on prend le domaine de la tech notamment, aujourd'hui, en fait, on sait que les meilleurs ingénieurs sont dans ces marchés-là. Pourquoi? Parce qu'ils gagnent beaucoup mieux leur vie dans ces marchés-là qu'en Afrique. Donc le problème, c'est que c'est un risque en fait énorme pour l'Afrique. Pour que l'Afrique puisse se développer en termes d'innovation, il faut de bons ingénieurs, il faut les bonnes personnes chez nous. Sauf que ces personnes-là aujourd'hui sont beaucoup attirées. Ça fait un appel d'air finalement, de voir des gens se réussir dans la Silicon Valley ou même en Europe, d'avoir des salaires vraiment très très importants versus ce qu'ils pourraient avoir chez eux. Il faut une dose de patriotisme très élevée pour pouvoir se dire, bon finalement, je suis au Sénégal, je suis en Côte d'Ivoire, je suis au Maroc, je reste quand même parce que je crois à mon pays, je veux le développer. Il faut être honnête. Mais le patriotisme est dans les deux sens. Il est citoyen, il est gouvernemental aussi. Exactement, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Absolument. Non mais tu as parfaitement raison, et ce qui vient d'être dit est juste. C'est juste.
Quand une boîte regarde aujourd'hui à recruter un ingénieur ou un développeur et qu'elle veut le recruter peut-être avec peut-être un impact un peu moins important sur ses OPEX, elle va regarder des zones Europe de l'Est, elle va regarder un peu l'Afrique du Nord, mais ça va s'arrêter vite fait au Maroc, un petit peu l'Algérie. Tout ce qui est en dessous, on ne regarde pas, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que de toute façon, je ne vais rien trouver, donc je ne vais pas passer de temps à aller chercher là-bas. Là où aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même de grosses boîtes internationales qui regardent ces marchés-là avec beaucoup d'intérêt et qui sont en train d'investir sur ces marchés-là pour former les gens localement. Et se dire, il faut qu'on prépare l'avenir, on va préparer des ressources pour l'avenir et elles sont forcément dans ces pays-là. Donc allons dans ces pays-là, faisons de l'évangélisation de nos technologies, de nos entreprises dans ces pays-là, investissons dans des outils de formation, montons des partenariats avec ces pays-là et préparons le futur au cas où on arrive à saturation de nos marchés pour aller chercher des compétences qu'on aura préparées dans ces pays-là. Donc c'est un truc qui se fait à 2, 3, 4 bandes et nous, on ne le fait pas. Enfin, nous, on ne le fait pas chez nous, dans nos pays. On ne le fait pas en France, parce qu'aujourd'hui, en France ou en Europe, on gère quand même beaucoup de court terme. Et alors, dans nos pays à nous, moi qui suis originaire d'Algérie, on ne fait pas du tout. C'est-à-dire qu'on regarde de l'autre côté, on regarde du sud vers le nord, et on ne regarde jamais du nord vers le sud. Et c'est un des problèmes qu'on peut rencontrer. Chama, alors je passe la parole à Chama parce que tout à l'heure je l'ai coupé pour parler de cet impact investment. Donc c'est l'investissement impactant. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes sur ce type d'investissement? Can you say it in English because the translator didn't translate the question? So just a few words about impact investment because Sure. So impact investing is an emerging field in investments. It's where you make investments based on not only a financial return, but a measurable social return. So it has to be some sort of social return on whether it's environment, on humans, on resource management, that you can measure the positive impact of it. And so the idea is you don't have to sacrifice financial return to make the world better. It's really been driven, I would say, the growth of impact investing, which started out a few decades ago. You may have heard the term socially responsible investing, and the idea was that you would exclude anything that did harm. You could exclude firearms, alcohol, tobacco from your investments. But obviously, exclusion principles don't really benefit society as much as inclusion principles. And so that's what impact investing is looking specifically at ideas or factors like environment, social, and governance when you're considering investments into a company or an enterprise. Alors juste pour revenir, et ça sera la dernière question que je vais vous poser par rapport à ce qui a été entendu par rapport au futur du travail, parce que c'est comme ça, quand même de ça dont on parle. Donc le futur du travail demain, on a bien insisté sur l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneur. Est-ce que demain c'est ça la solution? Est-ce qu'on a l'impression qu'on veut nucléariser, on va dire le travail, que ça soit quoi? Que ça soit à l'image de la blockchain, c'est-à-dire que demain on n'est que des individus qui soient reliés les uns aux autres et qui créent leur propre valeur ajoutée? Alors, je pense que le sujet de fond est lié à la réalité, en fait, des différents endroits dans le monde. Quand on regarde l'Afrique aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons compris, et nos États travaillent dans une logique de faire en sorte de transformer localement, parce qu'il va y avoir de plus en plus de population à nourrir. D'accord? Donc quand on prend l'exemple du Maroc, qui est un des meilleurs exemples sur le continent, le Maroc a aujourd'hui une politique où elle arrive à attirer des industriels internationaux qui arrivent sur le marché marocain, qui ont des facilités, qui sont en zone franche, qui peuvent employer une main-d'œuvre qualifiée à travers la formation, donc les centres de formation qui ont été créés. Je pense à l'aéronautique, l'automobile. Donc ceci est un exemple très intéressant dans le sens où, quand on pense à l'emploi finalement, aujourd'hui l'Afrique cherche à développer son industrie localement, pour transformer localement et pour être plus loin sur la chaîne de valeur. D'accord? Mais en parallèle, ce qui se passe aujourd'hui dans les marchés occidentaux, c'est qu'on a tendance à robotiser, à automatiser. Et aujourd'hui, en fait, l'Afrique est en concurrence avec justement la robotisation, dans le sens où les pays les plus développés on va avoir tendance à comparer le coût qu'ils vont avoir sur une main-d'œuvre africaine qui n'est pas forcément chère versus
une robotisation donc, qui permet en fait d'amoindrir les coûts sur les tâches à faible valeur ajoutée. D'accord ? Donc ce qui fait que l'Afrique aujourd'hui est dans une marche forcée. C'est-à-dire que la meilleure combinaison, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le FMI, c'est la combinaison de l'humain, enfin des ressources humaines et de la robotisation pour rester compétitif par rapport au marché international. Parce que le marché international, justement, l'idée c'est que plus ça va se robotiser, moins ça va coûter cher, et il ne faut pas que l'Afrique soit au-dessus en termes de coûts. Donc ça, c'est un premier point. Et je pense que c'est important de revenir sur le contexte africain. Le second que je voudrais aborder rapidement, je sens que l'heure file et c'est bientôt le couscous time. Le second point, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend deux pays, par exemple, on prend la Côte d'Ivoire et le Sénégal, on a en Côte d'Ivoire, pour à peu près 25 millions d'habitants, un peu moins, 600 000 emplois salariés. D'accord ? Donc je vous laisse faire le ratio. Ouais, le ratio. Ouais. On fait la même chose au Sénégal, on est à peu près à 350 000 pour une population de 15 millions d'habitants. D'accord ? Donc aujourd'hui, les États ont bien compris que tout ne va pas passer par les emplois salariés. Il va falloir encourager l'auto-emploi de manière à ce que les gens soient autonomes. Et donc ça rejoint ce que vous disiez, c'est peut-être ça un peu le futur. Et l'Afrique a une carte à jouer par rapport à ça, parce que quand on regarde le machine learning par exemple, quand l'humain intervient, on peut avoir plus de précision sur des petites tâches, des micro-tâches, etc., qui permettent finalement d'apporter plus de précision sur le machine learning. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des organismes qui font travailler des gens dans des pays en voie de développement sur des faibles tâches qui permettent d'améliorer la qualité en fait, de l'apprentissage de la connaissance pour les machines. Donc il y a sans doute des choses à jouer sur cette carte-là. Quand tu dis 650 000 emplois salariés, c'est quoi la part d'emplois salariés publics ? Alors, très bonne question. Ça doit être sans doute de l'ordre du tiers au moins. Du tiers. Absolument. Donc il y a à vérifier. En gros, il y a 400 000 personnes qui travaillent dans une entreprise privée dans ces pays-là. À peu près. Mais à vérifier. C'est effrayant. Enfin, je trouve ça effrayant. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut revenir sur Terre et regarder les éléments. Mais la comparaison en plus que tu fais, excuse-moi, je suis en train de te hacker la session, mais non, très bien. Je me repose. On pourra discuter après. Hein. Non, mais la comparaison enfin, ce qu'on compare, c'est le coût du travailleur africain versus le coût du robot, quoi. C'est ça qu'on est en train de comparer. Carrément. Et donc on rentre dans des logiques de cobotique, c'est-à-dire où le robot il collabore avec l'Africain ou le travailleur africain. Et en fait, le choix économique qui est fait, c'est cette capacité à pouvoir faire en sorte de ne pas trop mettre de côté le travailleur africain, le temps qu'il puisse apprendre à faire ou à faire moins cher ou à faire mieux. J'irai pas jusque-là, mais ce que je veux dire, c'est que... Ça va sembler, c'est difficile de faire moins cher qu'un robot aujourd'hui quand c'est des tâches répétitives. Oui, mais en fait, la combinaison des deux permet finalement d'avoir un travail optimal et permettre à des gens de travailler, parce que le niveau de rémunération est quand même assez faible. Alors, juste, ça rejoint un peu tout ça, après on va conclure, parce que ça aussi c'est un sujet sur lequel on pourrait discuter, parce qu'il y a le côté éthique, il y a le côté aussi système économique qu'on veut demain pour l'Afrique, mais est-ce on se heurte tout le temps, lorsqu'on parle notamment des startups, lorsqu'on parle des marchés, de la taille des marchés critiques. On n'est pas dans des pays industrialisés. Est-ce que la robotique, l'intelligence artificielle, finalement, va remplir le même rôle substitutif qu'elle peut avoir à l'étranger, où là, il y a des marges, on est en train de jouer sur des... vraiment, voilà. Alors qu'il n'y a pas la base industrielle dans les pays africains. Donc, on n'a pas les mêmes préoccupations. Donc, finalement, ça va se jouer, encore une fois, sur la main-d'œuvre, avec la course à la main-d'œuvre la moins chère, c'est ça ? Moi, je pense que c'est là que ça va se jouer. Après, de toute façon, quand vous regardez tout ce qui s'est passé depuis les 15 dernières années et l'accélération dans laquelle on est, tu n'as pas le temps de préparer les gens, en fait. Et le problème, il est là, quoi. Tu ne peux pas préparer les gens. Ça va d'une vitesse folle. Il faut 5 ans pour faire, ou 5-6 ans pour faire un ingénieur. Il faut une journée pour faire une boîte de techno. Donc, tu fais comment pour mettre les choses en face? Et de toute façon, ce qui est en train de se passer, on le voit. Le software est en train de bouffer tout. Le software eats everything. Et c'est Marc Andreessen qui disait ça il y a 5 ans, on l'a pris pour un fou. La plus petite des boîtes, les plus traditionnelles qui soient dans les 5 prochaines années, sera une boîte de techno, sera une boîte de software. Donc même les gens qui aujourd'hui ont un boulot en tant qu'artisan chez un menuisier, l'entreprise familiale, artisanale, menuisier classique deviendra une entreprise de software dans les 5-10 prochaines années.
Donc les gens qui ont aujourd'hui des tâches qui sont des tâches dites traditionnelles vont devoir s'adapter à ça, il va falloir les former. Mais ça va tellement vite que les dispositifs de formation qu'on met en face ne sont pas suffisamment efficaces pour permettre à des sociétés comme les nôtres, qui sont des sociétés très traditionnelles basées sur le travail artisanal, de se préparer à cette nouvelle vague qui va être pire encore que celle qu'on a vécue jusque maintenant. Donc la question, ce n'est pas de savoir si les gens ils vont être indépendants ou auto-entrepreneurs. La question, c'est dans cette grande fête qui se prépare, parce que c'est le numérique, c'est une grande fête, tout le monde le prend comme une grande fête, est-ce que tout le monde va pouvoir participer à la fête ou pas? Oui, c'est ça, oui. Bien, merci à tous. C'est vrai que, ouais, on aurait pu continuer, mais encore une fois, couscous time. Et après, on peut en discuter, si tu veux. On discutera du couscous, parce que je ne suis pas d'accord. Merci, en tout cas, je veux toucher un petit pourcentage. Voilà, le capitalisme sauvage. Voilà. Tout de suite. Merci vous pouvez applaudir Shama, Raouti et Shems. Merci à vous. Alors, on va passer, il nous reste 2 interventions. La première qui va se passer tout de suite, justement, je vais vous demander d'accueillir Artus de Longuemare, qui est serial entrepreneur, conférencier, qui est expert en intelligence augmentée. Il va nous parler d'intelligence augmentée. Artus de Longuemare, vous pouvez l'applaudir. Je suis censé avoir une petite présentation. Alors, tu as le clicker là-bas. Normalement, tu peux faire passer les diapos. Alors, avant de démarrer, je voudrais que vous vous tourniez et que vous applaudissiez aussi toutes les équipes que l'on remercie jamais assez, qui sont les personnes de l'ombre qui sont derrière. Si on peut applaudir toute l'équipe technique, les caméramans et notre cher modérateur aussi. Le futur du travail ou le travail du futur. Aujourd'hui, le travail est souvent associé à quelque chose de laborieux, de stressant, où on doit faire un effort. C'est une définition qui est inscrite dans nos sociétés. Et pourquoi ne pas avoir une nouvelle définition du travail? Pourquoi pas avoir un travail justement qui est connecté, mais qui en même temps nous amène du plaisir, de la performance et du sens? Et c'est ce que je vous propose d'explorer ensemble pour les prochaines minutes. Dans ce cas-là, quelle serait la différence justement entre un travail qui serait connecté avec plaisir et performance et du bon chocolat fondu, un bon dessert comme on a pu l'avoir hier à la soirée de gala? C'est cette question que je vous propose d'explorer. Connecté déjà. Alors notre cher Youssef Farouchi, membre du comité de pilotage, et tous les membres du comité de pilotage ont tous été très connectés avec des centaines de notifications, comme on peut le voir, et peut-être que le travail du futur, ça sera de plus en plus connecté jusqu'à dans notre cerveau avec ces notifications. Mais si finalement la connexion, le digital, était au service de l'homme, si cette nouvelle définition du travail, c'était mettre en œuvre la connexion au service de l'homme. Alors comment je le traduis moi très concrètement sur mon portable? C'est 2 photos de mon téléphone portable. J'ai coupé toutes les notifications, sauf écran de gauche que vous voyez là, pour l'application où j'autorise la technologie à prendre le contrôle sur moi. J'autorise le fait que le coup de téléphone m'arrête dans mon travail. En revanche, toutes les autres applications, et j'en ai beaucoup, je les ai toutes rangées à droite. Et j'ai coupé toutes les notifications. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que uniquement quand moi je prends la décision consciente d'aller sur ces applications, mail, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, etc., je vais les traiter. L'avantage que ça m'amène, c'est que ça m'amène une efficacité de travail immense sans être esclave de la technologie. Je mets le meilleur de la technologie et de l'humain ensemble. Et c'est ce que vous disiez juste avant dans la table ronde, comment est-ce qu'on peut associer le meilleur des deux? Moi, j'y crois, et ça, c'est un exemple concret, que vous pouvez d'ailleurs mettre en œuvre tout de suite, qui illustre ça. Qui connaît dans la salle Richard Branson? Levez la main, s'il vous plaît.
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui lèvent la main. Donc, la plupart des gens connaissent Richard Branson. Qui connaît Emmanuel Macron dans la salle? Il y a quelques mains levées aussi. Oui, j'ai l'impression que la plupart des gens connaissent Richard Branson et Emmanuel Macron. Qui connaît Loïc Simon? Ah, il y a une personne là-bas au fond dans la salle, d'accord? Il y a une personne qui connaît Loïc Simon. Alors vous le voyez, Richard Branson, 16 millions de followers sur LinkedIn, Emmanuel Macron, 1,4 million, Loïc Simon, seulement 20 000 followers. Alors, j'ai été voir chacun des profils de ces personnes sur LinkedIn et j'ai regardé leur dernier post. Richard Branson, il parle du sens au travail, de l'impact. C'est un sujet qui, a priori, nous concerne tous. Je crois qu'on en a un peu parlé quand même dans cette conférence. Et j'ai regardé le taux d'engagement, le taux de suivi qu'il pouvait générer autour de ce post. J'ai calculé le nombre de commentaires qu'il avait sur son post versus le nombre de followers. J'ai trouvé un taux très très faible d'engagement. J'ai fait la même chose avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, lors de son dernier post, que vous voyez apparaître au milieu de l'écran, il parle du climat. Le climat, a priori, c'est un sujet qui nous concerne tous. Pareil, un taux d'engagement assez faible. Loïc Simon, apparemment personne ne le connaît dans cette salle, ou en tout cas très peu, il parle d'un sujet très spécifique qui s'appelle le social selling, qui est un sujet très niche, et pour autant, il gagne un taux d'engagement qui est 10 fois supérieur à Emmanuel Macron et 10 000 fois supérieur à Richard Branson. Comment se fait-il qu'une personne qui a pourtant est connue de tout le monde et qui parle de sujets très intéressants génère moins d'engagement de la communauté? Eh bien, je crois que la réponse elle est dans la façon dont il poste. Loïc Simon pose une question. Il crée la connexion entre ses followers, il crée l'opportunité de créer une discussion entre les personnes. Et je crois que justement, c'est le deuxième élément du futur du travail, ou du travail du futur. Il ne s'agit pas de chercher à avoir de l'impact, il s'agit plutôt à créer de la connexion entre les personnes avec qui on travaille. Créer la communauté, animer la communauté, c'est un élément essentiel. Ce que l'on voit se passer sur LinkedIn en est une preuve, selon moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que finalement, le fait de générer de la connexion, de l'animation de communauté est un élément essentiel de ce futur du travail? Nos ancêtres avaient accès à la nourriture, maîtrisaient le feu, ils avaient accès à la nourriture et au feu. Mais il y a un besoin qui était essentiel pour eux, qui n'était pas évident, c'était le fait de faire partie d'une communauté, d'une tribu. S'ils étaient rejetés de leur tribu, ils risquaient probablement la mort parce qu'ils pouvaient se faire dévorer par un tigre ou un lion qui passait par là. Le besoin d'appartenance à une tribu, dans notre monde moderne, est resté un besoin fondamental que chacun d'entre nous dans cette salle, et moi le premier, avons et nous n'en sommes pas forcément conscients. Lorsque, dans le futur du travail, que vous vendiez des écrans connectés, que vous vendiez des solutions téléphoniques, peu importe ce que vous vendez du service, si la façon dont vous faites ce travail, vous engagez la communauté, vous créez un sentiment de communauté, vous répondez à un besoin fondamental de chacun d'entre nous, qui est le besoin d'appartenance. Et quand vous faites ça, vous générez, vous vous souvenez des chiffres sur LinkedIn, une capacité d'engagement, d'entraînement autour de vous qui est 10 fois ou 10 000 fois supérieure que quelqu'un qui serait très influençant. Ce qui donne la capacité à chacun d'entre nous, même si vous avez un petit business par rapport à des grands aux États-Unis, en Chine, peu importe, vous avez la capacité d'entraînement parce que vous avez compris ce besoin fondamental. Et je crois que le futur du travail, c'est ça, justement. Le besoin de communauté. Il y a quelques années, Google a fait une étude, nom de code, projet Aristote. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le projet Aristote dans cette salle? Personne. La question, c'était qu'est-ce qui fait une superbe équipe? Qu'est-ce qui fait la meilleure équipe? Ils ont étudié une 50aine d'années d'études. Vous connaissez la puissance de Google sur le data. Ils ont écumé un maximum de data pour savoir qu'est-ce qui fait la meilleure équipe et chercher les critères. Leur hypothèse de départ, c'était, on en a parlé juste avant, les talents. Ce sont les talents qui composent l'équipe qui font la réussite. C'était l'hypothèse. Leur résultat était très surprenant. Les meilleures équipes ne dépendent pas des personnes qui la composent.
les meilleures équipes dépendent de comment l'équipe fonctionne, peu importe les personnes qui la composent. En particulier, ils ont découvert un critère fondamental du comment, c'est le cadre qui amène la sécurité psychologique. Et ça se lie à ce qu'on a vu avant avec nos ancêtres et ce besoin d'appartenance. Donc, diriger une entreprise ou une équipe qui finalement entre dès aujourd'hui dans le futur du travail, c'est selon moi 3 éléments essentiels. Amener la posture ou la compréhension de la facilitation. Toutes les personnes qui ont modéré les débats ici, la Web TV, ils avaient un rôle de facilitateur, c'est-à-dire qu'ils facilitent la conversation, l'échange entre des personnes. Amener ce type de rôle dans vos entreprises, pour les managers, pour les fonctions support, c'est ça, amener le futur du travail. Deuxième élément, les normes. On doit avoir des normes de travail pour justement se sentir en sécurité et pouvoir échanger. Donc dans une réunion, ça peut être, on va essayer de s'écouter, s'exprimer de façon authentique. Lorsqu'il y a un problème, on lève la main. On peut en trouver un tas, mais des normes. Et les rôles partagés. Avoir des volontaires qui sont observateurs, qui vont partager leurs impressions à la fin. En ayant ces 3 éléments dans l'entreprise, vous entrez dès aujourd'hui, pas dans 20 ans, pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, vous entrez dès aujourd'hui dans le futur du travail, parce que vous permettez à cette communauté de fonctionner. Et ça peut s'appliquer partout. Il y a 3 photos sur ce slide. En réunion, vous pouvez prendre un rôle de facilitateur. Ça peut s'appliquer lors d'un séminaire, mais ça peut s'appliquer aussi dans le digital, c'est ça la force. La photo que vous voyez en bas à droite, c'est une start-up américaine pour laquelle je travaille qui s'appelle Circles. On anime des travails à distance en cercle et il y a une personne qui facilite la réunion, il y a des normes. Ça fonctionne également à distance et c'est la puissance de ces 3 éléments. Alors j'ai été très touché quand on m'a appelé à cette conférence pour parler du futur du travail, puisque j'ai un peu grandi en Afrique, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est une photo de moi en cours à Abidjan. Et je me souviens, avec mes parents et ma sœur, on avait la chance d'avoir une très grande maison, avec chacun sa chambre. Et je me souviens, j'étais profondément endormi dans ma chambre. Alors il faut imaginer qu'à Abidjan, il fait 38 degrés, il y a 90% d'humidité, donc il fait très chaud, la clim marche toujours à 100%, profondément endormi, beaucoup de bruit dans la chambre avec la clim. Et puis tout d'un coup, je me réveille en sursaut. Intuitivement, je vais vers la chambre de ma mère et je la trouve en pleine crise d'épilepsie. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a qui connaissent l'épilepsie. C'est une crise électrique au niveau du cerveau. C'est très impressionnant. On a l'impression que la personne est presque en train de décéder devant soi. Mais intuitivement, je reste calme et je m'assois à côté d'elle et la crise passe. Mais je me demande, comment se fait-il, alors même que j'étais endormi profondément, que j'ai pu sentir cette crise qui ne fait aucun bruit, alors que 50 mètres séparent ma chambre et celle de ma mère. Et j'apprends plus tard, alors que je suis au collège, j'apprends que lorsque l'on fait passer un courant électrique à travers un câble électrique, ça crée un champ électromagnétique. Lorsque ce champ électromagnétique vient taper un autre câble électrique, ça crée une connexion entre les deux qui s'appelle l'induction électromagnétique. C'est quelque chose d'assez simple en physique, c'est un phénomène qui est parfaitement compris, et c'est ce qui fait fonctionner, pour ceux qui ont ça à la maison, les plaques à induction. Mais c'est aussi ce qui fait fonctionner le sans contact quand vous payez en sans contact avec une carte de crédit et certaines technologies maintenant qui vous permettent de charger vos portables sans contact. Bref, le sans contact, ça utilise un peu ce principe d'induction électromagnétique. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est aussi ce qu'on peut mesurer au niveau de nos cerveaux. Le cerveau est un combiné d'activités électriques et chimiques. On peut la mesurer en faisant un simple électroencéphalogramme, on peut mesurer l'activité électrique du cerveau. Et ma croyance, même si ce n'est pas encore tout à fait compris et expliqué, c'est que justement, nos cerveaux fonctionnent un peu en Wi-Fi, où on a la capacité de transmettre, de ressentir les émotions des uns et des autres et les pensées, sans forcément en avoir conscience. D'où
peu importe que l'on comprenne encore tout à fait comment ça fonctionne, mais d'où l'importance de créer ce cadre pour le futur du travail, qui allie le meilleur de la technologie avec le meilleur de l'humain. Tout dépend du cadre que vous mettez en route qui permet de créer les conditions de sorte à ce que cette connexion Wi-Fi se fasse dans les meilleures conditions. C'est un peu comme la connexion Wi-Fi qu'on a ici dans cette salle. Ça va dépendre de l'émetteur du Wi-Fi, des boîtiers Wi-Fi qui vont être diffusés dans la salle. C'est ça l'architecture dont on parle. C'est la même chose pour une équipe. Alors vous l'avez compris, vous vous souvenez peut-être de cette question initiale qui était finalement quelle différence entre une équipe qui est déjà pleinement dans le futur du travail, c'est-à-dire qui est connectée, qui travaille avec performance, mais aussi avec plaisir et sens, et du bon chocolat fondu. Et bien finalement, il n'y en a peut-être pas du tout. Tout dépend du cadre. Et là, ce que je trouve extraordinaire, c'est que justement, et on l'a dit, je l'ai entendu juste avant, je pense qu'en Afrique, au Maroc et en Afrique, nous avons justement un temps d'avance. Pourquoi? Parce que, on me l'a souvent dit, mais finalement, au Maroc ou en Afrique, il y a un peu de retard sur les technologies. De temps en temps, il y a quelques années de retard. Mais moi, je trouve que c'est une formidable opportunité. Parce que dans d'autres nations où il y a une avancée beaucoup plus forte, peut-être, sur certaines technologies, on a perdu le sens d'allier le meilleur de l'homme et du digital. Dit autrement, le futur du travail, c'est le futur de la façon dont on va le porter en Afrique, par l'Afrique, qui peut devenir le leader du justement ce futur du travail. Parce qu'on peut associer le meilleur du digital et de l'humain. Quoi qu'il arrive, si vous devez retenir peut-être une chose de cet petit échange, c'est que si vous voulez amener le futur du travail dès aujourd'hui dans votre entreprise, dans vos échanges, eh ben, rappelez-vous, c'est le cadre. Faites confiance à votre poêle pour avoir du bon chocolat fondu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Artus. Alors, on va clôturer cette matinée. Merci, vous pouvez encore applaudir Artus de Longuemare pour cette intervention inspirante sur le sujet. On va clôturer, comme je le disais, en ayant une application concrète du design du travail de demain. Je vais vous demander d'accueillir Abdelsamad Al-Hantati, qui est Head of Workplace and Service Desk Services au sein de Atos, leader mondial de la transformation digitale. Alors, on se met là? On se met là. Voilà, on va s'asseoir confortablement. C'est la fin, c'est Abdelsamad. Alors, quelques mots sur... Vous avez une présentation? Oui. Oui, alors je vais vous donner le... Merci. Artus l'a embarqué. Ah ouais. Ah bah tiens, bravo. Je le disais bien. Voilà. Alors, quelques mots sur Atos, même si, bien sûr, c'est quand même un éditeur connu, mais... Surtout, on va parler de workplace aujourd'hui, et de digital workplace, et de savoir comment on améliore, on design finalement le travail de demain et la relation avec les employés. Exactement. Merci Faisal, merci tout le monde, merci pour cette invitation. Donc Atos aujourd'hui se positionne comme le leader européen dans la transformation digitale. Notre focus aujourd'hui est plutôt l'amélioration de l'environnement de travail, donc ce qu'on appelle workplace, pour les employés de nos clients. Donc, en résumé, c'est quoi un environnement de travail moderne? Tout simplement, c'est un environnement de travail flexible, sécurisé, des solutions disponibles tout le temps, n'importe où, et avec de IoT, c'est-à-dire l'Internet of Things, à travers des applications des applications customisées selon les besoins des utilisateurs.
Quelques chiffres. Donc, Atos, en 2018, était reconnu le leader européen dans la gestion de l'environnement de travail par Gartner, Forrester et ISG. Nous gérons à peu près 3,1 millions d'appareils connectés de nos utilisateurs, une capacité d'assurer du support de proximité sur 115 pays, et on a assuré plus de 500 transformations digitales pour nos clients à travers le monde. Quelques références des clients qui nous ont fait confiance pour la transformation digitale. On voit quelques-uns qui font partie des 500, donc Siemens, BBC, Enel, Morgan Stanley. Donc pour tous ces clients, nous avons opéré la transformation digitale de bout en bout. Donc, quelle est l'approche pour cette transformation digitale personnalisée? Donc, premièrement, comme l'a dit Artus juste avant moi, je ne pourrais pas espérer une meilleure transition. Donc, people-centric, l'humain est au cœur de notre intérêt. Et l'objectif, c'est bien évidemment d'améliorer la qualité de vie des employés au sein de l'entreprise. Places, autrement dit, n'importe où, n'importe comment, à la maison, au travail, peut-être même en dehors des heures de travail, même si ce n'est pas très sain pour la santé. Mais on donne aussi cette possibilité, et à travers différentes plateformes. Et c'est ce qu'on appelle le New Digital Workplace Age, ou bien le nouvel environnement de travail. L'accompagnement end-to-end, ou bien de bout en bout de cette transformation, commence par le conseil et le consulting, c'est-à-dire le design de la solution à travers des études bien détaillées de l'environnement de travail traditionnel, si on peut dire ça. Ensuite, ça passe par des solutions, des business and vertical solutions, à travers des applications mobiles, smart mobiles, et des solutions customer focalisées plus précisément sur le customer experience. On verra plus en détail tout à l'heure cette partie customer experience. Transformation et gestion du changement, et à travers laquelle on se focalise aussi sur la culture de l'entreprise et l'engagement des utilisateurs pour suivre un peu ce changement. L'intelligence, bien la collaboration intelligente à travers Unified Communication and Collaboration Products de l'Office 365, la suite Google, ou bien Google G Suite Services, à travers un partenariat bien évidemment avec Google. Help and Interaction Center, donc on sort un peu du modèle de support traditionnel qui est, comme on connaît tous, j'ai un problème, je prends le téléphone, je contacte mon support IT pour trouver une solution. Donc maintenant, c'est plus de l'interaction à travers des assistants virtuels, AVA ou bien Atos Virtual Assistant, des tech bars, aujourd'hui c'est la tendance, et des vending lockers. Moderne plateforme workplace, et ça c'est le résultat final, c'est l'identification, l'accès, la communication unifiée et collaborative. Donc, les plateformes de la partie environnement de travail moderne, c'est Help and Interaction Center, à travers de l'automatisation, Shift Left and Right, et Data Driven. La plateforme Cloud et Mobile First,
On se positionne comme les premiers au niveau de cloud services et de l'intelligence collaborative. Donc, oui, c'est la raison pour laquelle j'essaie de faire vite. Non, ne vous inquiétez pas. Merci. D'accord, merci. Donc, Help and Interaction Center, c'est principalement, comme je viens d'expliquer, un focus utilisateur. Donc, c'est le principal acteur pour donner de la valeur à l'entreprise. Omnichannel, donc aujourd'hui on donne la possibilité aux utilisateurs d'accéder au support à travers les différents channels, les différents canaux de communication, téléphone, email, chat, virtual assistant ou bien du self-help. Et aussi ce qu'on appelle les tech bars, où les utilisateurs ou bien les employés, ils peuvent aller eux-mêmes vers le tech bar ou bien le kiosque, pour certains, pour changer un PC, prendre un PC de remplacement. Bon, ça facilite un peu la vie des employés. Donc le changement, ou bien le shift left, a pour objectif de réduire plus de 50% des appels vers le support IT dans les 3 prochaines années. Ça commence par de l'analytique des récurrences des incidents, de la mobilité et utilisation du chat et de l'intelligence artificielle. Voilà, donc pour résumer, j'ai essayé de faire vite. Donc pour résumer, le digital workplace ou bien l'environnement de travail moderne s'appuie sur c'est l'un des piliers de progression d'Atos. Un focus sur l'expérience utilisateur, et là c'est très important parce qu'aujourd'hui, comment on mesure la performance de l'IT, c'est à travers des SLA traditionnels. Or, ces SLA ne donnent pas vraiment de la visibilité sur la vie quotidienne de nos employés, de nos utilisateurs au sein de l'entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'appuie plus sur des XLA, c'est-à-dire Experience Level Agreement. Et c'est la tendance aujourd'hui. La majorité des entreprises demandent des XLA plus que des SLA. Donc, de la continuous improvement à travers de data analytics and so on. Et le partnership avec des leaders comme Google, comme Syntel pour la partie automatisation. Et pour finir, Atos is recognized as leader by all analytics, c'est-à-dire par Gartner et par ISG et Forrester. Merci beaucoup, Sam. Merci à vous. Merci beaucoup. Et c'est ainsi qu'on va clôturer cette matinée. Je vous remercie. J'aimerais que vous applaudissiez encore une fois tous les intervenants qui ont été là ce matin. Je pense que c'est fatigué. Merci tout le monde. Vous êtes fatigués. Merci beaucoup. Alors, après le déjeuner, vous avez le World Café, bien sûr, qui aura lieu cet après-midi. Et juste avant le World Café, une conférence sur la pollution numérique, qui risque d'être fort intéressant. Ça sera à 15h. Donc je vous souhaite un excellent appétit et puis une bonne suite d'Hightex pour une clôture ce soir.